L'hebdo politique. Bonsoir, bienvenue dans l'hebdo politique. Vous êtes sur Radio Sensation Normandie. Ce soir, mon invité est Fabien Goudefard, député de La République En Marche de la 2e circonscription de l'Eure, membre de la Commission de la Défense nationale et des Forces armées. Chaque dimanche à 18h, c'est l'hebdo politique. Fabien Goudefard, bonsoir. Bonsoir. Vous vous approchez de la quarantaine, natif de Versailles, papa de 2 enfants, ancien fonctionnaire du ministère des Armées, docteur en droit international public et européen. Vous présidez le groupe Amitié France-Yémen et également le groupe d'études d'action humanitaire. Et vous êtes, je crois, lieutenant de vaisseau de la réserve opérationnelle. On dresse votre portrait dans quelques instants. L'hebdo politique sur Sensation Normandie. Monsieur le député, pratiquement tout est juste. On a juste parlé en aparté. Au niveau de lieutenant de vaisseau de réserve, c'est actuel ou c'est en retrait ? Effectivement, c'est actuel, sauf que le statut d'élu, notamment de parlementaire, ne permet pas de continuer à faire des engagements de réserve pendant la durée du mandat. Donc je reprendrai dès lors que je n'aurai plus de mandat. Donc quand ? Ah, ça c'est les électeurs qui le diront. C'est les électeurs qui le diront. C'est pas ce qu'on souhaite. Question un peu légère pour débuter cet entretien. Est-ce que votre fils utilise toujours un chronomètre pour comptabiliser le temps que vous passez hors de la maison ? Oui, ça c'était au Noël dernier, je m'en rappelle bien évidemment, et on m'en parle souvent. Il utilise un chronomètre, le chronomètre qu'il a eu pour faire du sport. Il ne mesure pas le temps que je passe avec lui, mais c'est vrai que de ce côté-là, ça s'est pas tellement amélioré, malheureusement. Ah. Donc alors, contrairement à la marine, est-ce que la famille fait partie du SAC ? La famille devrait peut-être, à mon sens, faire un peu plus partie du SAC. Mais pour cela, il faudrait notamment que, dans le cadre d'une réforme constitutionnelle de nos modes de travail à l'Assemblée nationale, on ait un peu plus de temps, peut-être aussi pour les territoires et donc aussi pour notre famille. Donc moins travailler la nuit, moins travailler les week-ends. Voilà. Et beaucoup de télétravail, c'est ça ? On emmène le boulot à la maison, quoi. Ah oui, il y a aussi beaucoup de télétravail, mais on est surtout beaucoup à l'Assemblée. C'est important. Et c'est physiquement qu'on n'est pas là. Ouais. C'est quoi, en fait, le rythme ? La carte postale véritablement d'un député, c'est 2 jours ou 3 jours à Paris, le reste en région. Ouais, alors en théorie, c'est ce qu'on nous a dit aussi. En fait en nous arrivant. C'est ce qu'on nous a dit. On nous a dit voilà, le rythme, ça sera celui-ci, assez simple. Vous divisez votre semaine en 2. Donc le lundi, le vendredi et le week-end, plus si affinité, j'ai envie de dire, vous êtes en circonscription. D'accord. Et puis mardi, mercredi, jeudi, gardez ces 3 jours pour être à l'Assemblée nationale. Okay. On voit, et notamment en ce moment, on est en plein PLF, projet de loi de finances, on voit que ce temps des 3 jours a tendance à s'étendre largement et à dépasser sur la totalité de la semaine. D'accord. En ce moment, pendant qu'on se parle ensemble, j'ai des collègues qui sont en train, dans l'hémicycle, de voter le projet de loi de finances pour la sécurité sociale. Je leur fais faux bon, comme beaucoup d'entre nous, parce qu'on a aussi une action à mener sur les territoires. Et c'est pour ça qu'on a des semaines de permanence, comme les pompiers. Et normalement, le jeudi, vous n'êtes pas dispo. Normalement, le jeudi, je devrais effectivement être plutôt à l'Assemblée. D'accord. On va revenir un peu sur votre aspect familial. Votre papa était directeur de l'hôpital de Richebourg dans les Yvelines. Oui. Avec une pensée de cœur, on va dire, politique plutôt à gauche. Oui. Et vous qui avez une sensibilité un peu plus mitterrandienne que gaulliste, est-ce que la famille a orienté un peu pas votre choix, mais votre direction politique ? Est-ce qu'on apprend de sa famille pour se forger déjà une opinion, ou ça s'est fait vraiment à l'adolescence, un peu plus tard ? Non, on apprend très certainement au contact de ses parents, dès lors qu'ils sont un peu politisés et qu'ils apprécient, qu'ils aiment animer des discussions politiques le soir à table. Et ce que j'essaie de faire aussi, moi, à mon sens, avec mes enfants qui sont jeunes, 7 et 11 ans. Mais bien évidemment, on apprend de la famille. Aujourd'hui, j'ai pris quand même un peu mon émancipation. J'aurais tendance à dire que je suis plus au centre que mon père aujourd'hui, donc plus à droite que lui, mais bien évidemment sur plein de sujets. Il a
construit une fibre sociale que j'ai. C'est aussi en pensant à lui que j'ai pris la présidence du groupe d'études Action Humanitaire, par exemple. Voilà. Est-ce qu'on peut dire que vous avez failli vous perdre au PS ? Non, je dirais pas ça. C'est par contre, je pense que c'était une organisation qui ne me convenait pas en termes, non pas tellement idéologiques, mais en termes de manière de travailler, et aussi il y avait un hiatus entre les grands discours et peut-être l'application dès lors que le Parti socialiste était au pouvoir. Et entre Paris et la base aussi. Et entre Paris et la base, ouais, effectivement. Vous avez frôlé l'ENA, est-ce que c'est un regret ? Assez drôle les méandres que la vie peut nous proposer des fois, puisque en fait si j'avais eu l'ENA, je ne serais pas là en train de vous parler aujourd'hui. Si j'avais eu l'ENA, effectivement, j'ai loupé le concours. J'ai été pris en prépa sur concours pour les fonctionnaires et ça a duré 1 an. Et au terme de cette année-là, donc j'ai passé le concours et je l'ai loupé. Et si je l'avais eu, j'aurais terminé l'année dernière ma scolarité de 2 ans à Strasbourg et je serais depuis 1 an dans une administration comme haut fonctionnaire. Donc bien évidemment, je n'aurais pas pu faire la campagne d'Emmanuel Macron. Enfin, j'aurais eu une vie assez différente. D'accord. On va parler politique nationale, puisque vous y êtes donc confronté au plus près. Après le remaniement, la majorité présidentielle doit, en tout cas, garder le cap et faire montre de pédagogie pour expliquer sa stratégie, qui doit se concrétiser dans le projet notamment de loi de finances 2019. Alors, certains détracteurs disent que ça fait 2 ans qu'on fait de la pédagogie. Alors, est-ce que le français a la tête dure ou il n'a pas le même logiciel de compréhension que le gouvernement ? Moi, j'aurais tendance à pas dire ça fait 2 ans qu'on fait de la pédagogie. On fait jamais suffisamment de pédagogie. J'aurais tendance à dire que, et je crois que là, les Français le reconnaissent. On est plutôt vu dans les sondages ou quand on discute avec eux comme une majorité, un gouvernement qui met en œuvre ce qu'il avait prévu. Alors bien sûr, on peut aimer, on peut moins aimer. Moi, je peux vous dire qu'ayant fait la campagne d'Emmanuel Macron et puis la mienne pour les législatives après, ce qu'on met en œuvre et ce qui frixe un peu, il y a quelques tensions, notamment par exemple sur la hausse de la CSG, les mesures sur les retraites, etc. Tout ça a été annoncé pendant la campagne. Alors ça peut-être pas toujours été ou bien compris, etc., mais ça avait été annoncé précisément. Donc non, la pédagogie, elle est nécessaire, il faut continuer à la faire, et toujours dans l'idée que je pense que les mesures qu'on veut porter sont faites pour débloquer la société française et pour faire en sorte que le travail paie mieux. C'est ça les 2 grands axes. Ce fameux budget, on parle d'un budget de l'accompagnement social, du pouvoir d'achat, de la compétitivité. Alors est-ce que c'est une progression des ambitions du gouvernement qui doit déboucher sur un apaisement et sur une concorde, notamment vis-à-vis des couches sociales les plus virulentes, pour des détracteurs qui sont notamment à gauche ? Oui, alors bien évidemment. C'est pas la concorde que recherche le président, mais au moins l'apaisement, quoi. En fait, je pense que s'il y avait un objectif d'apaisement prioritaire aujourd'hui, il est presque intergénérationnel, parce que celui qu'on voit là se cristalliser en termes d'affrontement, c'est un petit peu les retraités qui ont l'impression de s'en prendre plein la tête, pour parler crûment, et puis les actifs qui, eux, ils vont le voir davantage là dès octobre, les actifs sur lesquels on fait porter notre politique, notamment les travailleurs, parce que dès le mois prochain, ils vont voir sur leur feuille de paye la disparition définitive donc de certaines taxes sur le travail, vous savez, sur les allocations chômage et santé. Donc ça va peser véritablement. On doit accompagner les plus pauvres des retraités. Ça passe par la revalorisation du minimum vieillesse, la revalorisation du adulte handicapé, etc. Donc c'est ça l'accompagnement social. Et il faut aussi c'est très important de faire comprendre, notamment à tous les retraités, que c'est vrai, l'argent qu'on va chercher auprès d'eux. Et je pense notamment à la moindre revalorisation du point de retraite. Ce n'est pas de l'argent que l'État se met dans sa poche. Ça, c'est de l'argent directement qui fait en sorte que les actifs cotisent moins. Puisque vous voyez, il y a un lien direct entre la cotisation des actifs et les points de retraite. Donc quand on revalorise moins qu'avant la hausse des pensions de retraite, eh ben, ce sont les actifs
qui cotisent moins. Donc ce sont les enfants des retraités qui cotisent moins. Les actifs qui seront les retraités de demain, Exactement. et beaucoup plus tard. Au niveau social, est-ce qu'il y a un petit coup de patte à gauche? On peut noter l'allocation adulte handicapé, minimum vieillesse, augmentation de la prise en charge de l'accès aux soins au travers de ce qu'on appelle le reste à charge zéro. Oui. C'est l'optique, le dentaire et l'audiologie. Et puis il y a aussi le chèque énergie. Alors moi je vais juste venir sur un tout petit souci, une petite polémique pour vos détracteurs. C'est pour le reste à charge zéro. Certains disent et le clament parfois très fort qu'il faudra juste augmenter les cotisations des complémentaires santé et mutuelles. Oui. Est-ce qu'il y a une part de vérité là-dedans? Alors, c'est un risque qui est réel, et c'est pour ça que le gouvernement s'engage très concrètement à faire en sorte qu'il y ait des accords avec justement les grandes mutuelles, etc., pour que d'un côté, on n'augmente pas les prix dès lors qu'on aurait ouvert plus largement le remboursement. Comment ça marche le reste à charge zéro en fait? Eh ben, le reste à charge zéro, c'est que tout simplement, vous savez qu'il y a un reste à charge aujourd'hui qui peut être très important sur vos appareils dentaires, auditifs ou pour les yeux. Ouais. Voilà. Et c'est la prise en charge en fait par l'État d'une plus grande partie aura été dans le futur de ce reste à charge. Donc ça va être appliqué l'année Ça va être prochaine. appliqué en fait au fur et à mesure dès l'année prochaine. C'est ce qu'on est en train de voter dans le projet de loi de finances de la sécurité sociale en ce moment même. Alors qu'il y a des choses qui sont bien expliquées comme on le fait maintenant, des choses qui se concrétisent dans les territoires au sortir du vote des lois. Mais est-ce que c'est bien visible au plus profond des territoires et de la ruralité? Est-ce que c'est bien entendu? Ou est-ce qu'il faut là aussi vous-même refaire de la pédagogie? Ouais, là, moi, je pense que ça, c'est un axe très, très, très important et qui aussi qui témoigne une nouvelle manière dont on doit faire notre métier, j'allais dire. C'est pas un métier, mais on doit faire notre fonction de député. Emmanuel Macron a l'habitude de dire, et moi, je le répète régulièrement, qu'en politique, on n'a pas fait les choses tant qu'on n'a pas changé le réel. Et ça, c'est une phrase fondamentale. Et nous, en tant que députés, ce qu'on doit faire, c'est contrôler, en fait, c'est donner vie à ce que nous votons dans l'hémicycle. Donner vie à ce que nous votons, c'est aller voir sur les territoires comment les choses sont appliquées. Ouais. Par exemple, je vous donne un exemple. Le droit à l'erreur qu'on a voté l'année dernière. Le droit à l'erreur, c'est, vous savez, les administrés... Quand on remplit nos impôts. Voilà, ont le droit à une erreur. Au lieu qu'ils se voient de taper sur les doigts dès lors qu'ils auraient fait une erreur dans une déclaration, etc., par les impôts, etc., eh ben, ils auront dans le futur une lettre et leur indiquant qu'ils ont fait cette erreur, qu'ils ont le droit de corriger, et on ne leur appliquera pas une pénalité tout de suite. Ça, auprès de l'URSSAF, etc., nous, c'est notre rôle d'aller voir l'URSSAF, d'aller voir les services des impôts pour voir concrètement comment est-ce que ce droit à l'erreur est appliqué. D'accord. Et quand on parle de la fin du glyphosate, c'est pareil. Alors, le glyphosate, c'est un très bon exemple. Nous avons souhaité ne pas passer par la loi en termes d'interdiction au bout des 3 ans, mais cet objectif de fin du glyphosate d'ici 3 ans, nous y tenons absolument, et ça... D'ailleurs, l'Assemblée nationale met en œuvre une mission d'information dès maintenant qui va durer 3 ans pour accompagner cette transition. Régulièrement, par cette mission, nous ferons un point d'étape pour savoir comment techniquement, scientifiquement, les substituts au glyphosate avancent, arrivent sur le marché, etc. Monsieur le député, vous ne bougez pas, on passe tout de suite à la deuxième partie de cette émission. L'hebdo politique. Fabien Goudefard, député de la 2e circonscription de l'Eure, est mon invité. Vous dites vous-même, et c'est tout à votre honneur, que l'électorat d'En Marche représente globalement, enfin à l'époque, un électeur sur 7 au sein des circonscriptions gagnées par le mouvement de votre président. Alors, comment bien se faire entendre et comprendre, surtout par des citoyens qui n'ont pas voté pour vous? Alors déjà, j'aimerais rappeler que ma phrase, c'était pour indiquer qu'on a toujours en politique intérêt à être modeste sur nos déclarations, modeste sur l'idée qu'on est majoritaire, etc. Et donc 1 sur 7 ou 1 sur 8, c'est effectivement des chiffres que vous retrouvez dans toutes les circonscriptions. Ça prend en compte bien sûr l'abstention, qui est importante, surtout aux dernières législatives, et puis bien sûr l'éparpillement des voix à travers d'autres candidats. On porte un message quand on va au contact, bien évidemment, de nos concitoyens, quand on fait des émissions comme c'est le cas en ce moment avec vous, en passant sur des télés, etc., en expliquant. Par exemple, moi, je vous donne un exemple. J'ai été choisi par Jean-Paul Delevoye et par mon mouvement pour être l'un des 30 ambassadeurs, députés ambassadeurs, donc parlementaires ambassadeurs sur la question des retraites.
D'accord. Donc, à partir du mois prochain, et puis sur toute l'année prochaine, nous allons organiser des réunions publiques, alors dans l'heure, mais au-delà, pour expliquer la future réforme des retraites. Ça passe par là, par exemple. D'accord. Le député du Calvados, Christophe Blanchet, qui fait partie de votre mouvement, a fait voter 2 amendements qui pourraient offrir les avantages fiscaux aux propriétaires qui logeraient des sans-abri. Dans ce cas-là, c'est le logement qui est mis à disposition d'une association d'accueil et de logement de personnes défavorisées. Alors, est-ce que Christophe Blanchet, là est la question, a-t-il une chance de voir son projet aboutir quand on sait que le rapporteur de la commission des finances, Joël Giraud, et le ministre des Comptes publics, Gérard Darmanin, ne sont pas chauds pour cette révolution fiscale que vous avez soutenue? Tout à fait. Où est-ce que ça va déboucher? Est-ce que c'est morné? C'est une très bonne idée. Oui, je suis en train de me demander comment vous le savez, mais c'est parce que je crois qu'il y a eu un vote public à cette occasion. Alors, pour être très, très précis, sur ce sujet, il y a eu deux types d'amendements. Christophe Blanchet, vous en avez parlé, et juste après, Aurélien Taché, qui a proposé un crédit d'impôt pour les propriétaires d'un logement qui le mettent au bénéfice. Donc, c'est à peu près 2 dispositifs un peu identiques. Quand notre rapporteur général a dit que ce dispositif ne rentrerait pas en vigueur, il parlait de l'article d'Aurélien Taché sur le crédit d'impôt. Okay. Celui de Christophe Blanchet, il est en réalité pas très très différent, mais la méthode de Christophe, elle, a été très différente. Il est travaillé sur cet amendement depuis 6 mois. Il a approché bien sûr le groupe, les ministres concernés, et c'est au terme d'un processus très long où il n'a pas eu véritablement d'avis, on n'a pas revenu vers lui. Bon, il s'est senti autorisé, il a eu une majorité dans l'hémicycle, je pense qu'il a bien fait. Je pense que son dispositif a des chances d'aller au bout. D'accord, très bien. On revient au rural et au terroir. Fracture numérique dans le monde rural et pénurie de médecins. Comment ça va dans le département de l'Eure actuellement ? Ah bah ça va mal parce que quand on discute avec l'ARS, l'Agence régionale de santé, avec les professionnels de santé, on constate que le département de l'Eure est un des plus mal classés en nombre de médecins, bien évidemment par le nombre d'habitants. Alors, il y a des initiatives. Vous savez, moi je ne suis pas médecin, ma collègue qui est de la circonscription Maritime est médecin. Avec Marie, on a, la semaine dernière, avec la préfecture, et la RS, etc., on a ouvert l'accueil unique du médecin à Évreux. L'accueil unique du médecin, c'est une structure administrative qui accompagne les médecins dans leur installation. Pourquoi accueil unique ? C'est-à-dire que le médecin et sa famille va dans un lieu unique pouvoir trouver des interlocuteurs pour son logement, ses impôts, l'installation de son cabinet, l'école de ses enfants. Exactement, c'est ce que j'allais vous dire. Ça concerne même sa femme et ses enfants. Sincèrement, moi qui viens d'autres milieux professionnels, on peut quand même considérer qu'on les choix, nos médecins. Donc, je peux vous assurer qu'il y a peu de professions qui ont un accueil de cette manière-là. C'est pas toujours suffisant. Je le regrette. Bon, il y a des maisons médicales qui quand même fleurissent un peu partout dans le territoire. On constate que malgré des fois l'organisation de ces structures en dur, on n'arrive pas toujours à les pourvoir en médecins. Ce qui est sûr, c'est qu'il faut qu'on arrive à ce que les médecins se concentrent sur concentrent leur temps de travail à la médecine et qu'on arrive à les défaire de tous les soucis administratifs, etc. Donc voilà, ça c'est notre travail au quotidien, de faire en sorte que, par exemple, ils trouvent des secrétaires qu'ils puissent mutualiser, etc., pour qu'ils se concentrent sur la médecine. En fait. Un sujet également qui est lié à la santé et également à la vindicte populaire, parce que c'est quelque chose d'encore un peu tabou. Plus de 150 députés, dont vous-même avez en début d'année demandé une évolution sur ce qu'on appelle la fin de vie. Et on avait souligné ce fameux manque de liberté lié au droit du choix. Où est-ce qu'on en est notamment ? Est-ce qu'on se dirige vers l'euthanasie assistée ou pas du tout ? On n'est pas prêt encore de... Oui, effectivement. Non, je pense qu'il y a encore nécessité qu'on discute. Je vais vous donner la position du gouvernement, c'est comme ça, elle est très claire. La question de la fin de vie n'interviendra pas dans la future loi bioéthique, parce que Madame Buzyn considère que ce n'est pas tellement une question d'éthique, mais plutôt une question de pratique, et que la loi Claes-Leonetti gagnerait à encore être mieux expliquée et mieux connue, donc la loi actuelle, à être mieux connue, mieux pratiquée, mieux expliquée par les praticiens et par les professionnels de santé. Donc la position de Madame Buzyn, c'est
d'avancer vraiment de manière très prudente sur cette question. Donc, s'il y a une question sur s'il y a une loi sur la fin de vie, elle interviendra pas l'année prochaine, peut-être plus tard. Et c'est pas sûr que ça soit un projet de loi, ça sera peut-être une proposition de loi qui viendrait donc des députés. J'ouvre une parenthèse internationale. Votre récent voyage au Yémen a suscité quelques polémiques, notamment parce que vous avez rencontré les responsables des autorités du Royaume d'Arabie Saoudite. Vous avez répondu quoi à cette critique et quel était l'enjeu de ce voyage, justement ? Alors oui, vous avez raison, c'est intéressant d'y revenir, surtout dans le contexte actuel, avec ce qui se passe avec l'Arabie Saoudite. J'irai même plus loin. On avait été invité par l'Arabie Saoudite et on a répondu à cette invitation parce que pour aller au Yémen aujourd'hui, dès lors qu'elle est à la tête, l'Arabie Saoudite, de la coalition qui se bat là-bas, on ne peut pas, notamment en tant que parlementaire, on ne peut pas mettre un pied là-bas sans son autorisation, en fait sans son invitation. Sinon, vous pouvez rentrer par le canal Houthi, des rebelles, mais ce canal est extrêmement dangereux et il n'y a aucune garantie. Je rappellerai d'ailleurs que les parlementaires qui faisaient partie du voyage étaient accompagnés par notre ambassadeur de France. C'est quand même pour dire qu'il n'y avait absolument pas de notre part d'intention de se rebeller. Bon. Tout ça a été très borné. L'enjeu, puisque je suis président du groupe d'amitié France-Yémen, c'était d'avoir une chance, dans mon mandat, de mettre un pied là-bas, même si j'avais conscience de ne voir qu'une réalité partielle des choses. Je préférais mettre un pied là-bas pour tout simplement discuter avec des Yéménites, parler avec des chefs de tribus, des chefs de guerre, des gouverneurs là-bas, et puis des humanitaires. On en est où en Syrie après l'intervention militaire promise par le gouvernement Est-ce que Bachar el-Assad est devenu un personnage un peu plus fréquentable ou pas du tout ? En Syrie... Là, on est sorti un peu de la médiatisation à outrance. Oui. C'est toujours pareil ? C'est quand même toujours... on va dépasser les 350 000 morts depuis le début du conflit. C'est quand même intéressant de parler aussi de chiffres. Le Yémen, c'est moins de 10 000 selon l'ONU. Et ça a commencé en même temps, en 2014-2015. Donc 350 000 en Syrie. Bachar el-Assad, à mon sens, n'est toujours pas plus fréquentable. Par contre, il faut, vu la situation géopolitique et notamment militaire sur le terrain, avec l'appui de la Russie, il faut passer par lui pour une solution politique. Passer par lui, ça ne veut pas dire forcément qu'il reste au pouvoir, parce que moi je pense que c'est pas possible, mais passer par négocier avec son parti, avec le parti Baas, etc., pour trouver une solution politique pour l'après. Une classe option défense et sécurité globale vient de voir le jour. C'est au collège Cervantes de Vernon, en partenariat avec la base aérienne 105 d'Évreux. C'est une bonne nouvelle, il devrait y en avoir plus. Oui, moi je pense que c'est une bonne nouvelle parce que les valeurs en fait inculquées par, on va dire en général, le monde de la défense sont une bonne chose pour notre société. C'est aussi tout simplement une découverte. Ça permet une découverte des jeunes au monde de la défense. Vous savez peut-être que moi, avant d'être élu, j'étais animateur journée défense et citoyenneté. Donc vous savez ce que font toute une classe d'âge pendant une journée. L'ancêtre, c'était le service national. Et donc, moi, ce contact entre la jeunesse et le monde militaire, je trouve qu'il est toujours vertueux et fécond. Donc c'est bien. On rappelle que vous êtes un fervent défenseur du service national universel. Comment ça marche et à quoi ça sert, en fait ? Alors déjà... comment ça marche ? On est en train de l'arrêter, ça marche. Ça va évoluer. Ça va évoluer. Enfin, on est toujours dans une phase de réflexion. Et d'ailleurs, j'en profite pour vous dire que si des jeunes nous écoutent, là, à Radio Sensation, on est toujours dans une phase de consultation de la jeunesse sur Internet, etc., dans des réunions publiques, qui se terminent dans quelques jours pour avoir leur avis sur le futur dispositif. Ce qu'on sait aujourd'hui, c'est qu'il y aura 2 temps dans le service national universel. Un premier temps obligatoire d'1 mois sur le temps scolaire. Avant 18 ans, entre 15 et 18 ans. Donc ça durera 1 mois sur le temps scolaire. Et là, on va mixer des jeunes dans des internats, etc. pour qu'il y ait pour que les jeunes se rencontrent, d'accord, et qu'ils fassent cohésion de plusieurs milieux d'origines différentes. Et puis, une phase plus tard volontaire, donc non obligatoire, de 3 mois ou plus, entre 18 et 25 ans, à peu près, où là, on pourra s'engager dans la réserve, chez les pompiers, dans le service civique, avec plein de mécanismes qui existent déjà.
On n'a pas eu le temps d'aborder tous les sujets, notamment Paris 2024, le territoire, etc., qui pourraient en profiter. Une dernière question avant de se séparer. L'homme pressé que vous êtes a déjà anticipé sur les fêtes de fin d'année. Vous serez où? Dans un véhicule de la BAC, à côté des pompiers ou à l'étranger? Alors, je sais qu'il y a 2-3 choses qui je pars vous en plaisent. Israël dimanche, là, mais pour une semaine. Et c'est une bonne question. En fait, la BAC, la nuit avec la BAC, je l'ai fait. Et j'ai pris un contact avec les pompiers pour faire toute une journée ou une nuit avec eux. J'attends leur retour. Et pourquoi pas, effectivement, pendant les fêtes de fin d'année, ça serait une très bonne idée. D'accord, donc vous ne serez pas sous le sapin avec la famille? Si, quand Si. même, le 24 au soir. On je est pense. écouté, hein. D'accord, le 24 au soir. Merci Fabien Goudfard d'avoir Merci à accepté notre invitation. Vous pouvez retrouver cet hebdo politique, vous le savez, en podcast son et vidéo sur notre site www.radiosensation.fr. Bonsoir. Bonsoir. Chaque dimanche à 18h, c'est l'hebdo politique.